Voilà, bonjour, bienvenue à tous à notre 6e webinaire du cycle Se développer et s'implanter en Suisse, que nous réalisons en partenariat avec le Swiss Business Hub et avec la participation de Mazars Suisse et de la société Tetris. Alors, ce webinaire est organisé par la CCI France-Suisse, le premier réseau d'affaires franco-suisse, présent dans le pays depuis 125 ans. Alors, nos activités sont le soutien à l'implantation des entreprises françaises en Suisse, ainsi que l'animation d'un réseau de membres sur toute la Suisse, avec l'organisation d'événements d'information et de réseautage. Alors, nous avons 3 bureaux, à Genève, à Zurich et à Bâle, dont je suis la responsable. Je suis également en charge personnellement de l'animation et du développement du réseau suisse alémanique. Donc, c'est-à-dire, je m'occupe des membres de la Chambre présents dans la partie alémanique de la Suisse et je leur propose un programme d'événements comme les sessions de présentation des membres autour d'un petit déjeuner, les cocktails de réseautage dont le prochain aura lieu le 31 août à Bâle, ou des conférences dont le thème de cette année est l'interculturalité, avec notamment une date le 9 septembre à Zurich et une autre le 12 octobre à Bâle. Je me réjouis de vous retrouver bientôt en présentiel sur ces événements. Tous ces événements, vous les retrouvez avec notre actualité sur le site www.ccifs.ch à la rubrique événements. Alors, passons à notre thème du jour, l'environnement fiscal et social en Suisse. Alors, pour vous apporter aujourd'hui un maximum d'informations de qualité sur ce sujet, nous allons écouter 4 de nos experts. On va commencer avec M. Michael Ehrlich du Swiss Business Hub, donc au service commercial de l'ambassade de Suisse. Ensuite, nous aurons une intervention de la société Mazars Suisse avec Johan de Greff et Jean-Philippe Keil. Et enfin, nous écouterons le témoignage de la directrice générale suisse de la société Tetris, Ludivine Nito, que je salue chaleureusement, et qui nous racontera son implantation en Suisse depuis 2015. Alors, une information technique, si vous souhaitez poser des questions, je vous invite à utiliser la fonction Q&R qui se trouve en bas à gauche. Je recevrai vos questions en direct et je les poserai à nos intervenants à la fin de ce webinaire. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Michael Ehrlich du Swiss Business Hub. Oui, bonjour à tous et merci Émilie pour cette introduction. Je souhaite tout d'abord remercier la CCI France-Suisse pour cette belle collaboration sur cet événement, mais également sur l'ensemble des séries de webinaires sur le thème « Se développer et s'implanter en Suisse ». Alors, en guise d'introduction, je souhaite évoquer un atout de la Suisse, c'est son économie résiliente. En effet, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, il y a eu Deep Knowledge Group, qui est un consortium international spécialisé dans l'analyse de données scientifiques, qui classe la Suisse désormais le pays le plus sûr face au Covid-19. Nous allons voir en quoi ça nous intéresse plus particulièrement par rapport à l'économie résiliente. Alors, cette étude est basée sur 130 paramètres et ce rapport prend en compte des critères sanitaires, gouvernementaux, mais également économiques. Slide suivante, s'il vous plaît. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le Deep Knowledge Group avait publié il y a 2 mois le premier volet de cette même étude et la Suisse se classait alors 11e. Comment expliquer que la Suisse soit passée de la 11e place à la première place? Forbes a commenté cette étude et a communiqué sur ce classement et indiqué qu'au départ, en effet, les pays qui pouvaient réagir rapidement aux crises et qui avaient des niveaux élevés de préparation aux situations d'urgence se classaient au premier rang. Aujourd'hui, les pays à l'économie résiliente se classent plus haut. Des explications que l'on trouve également dans l'étude qui expliquent la première place de la Suisse par une baisse continue de ses taux de propagation de mortalité, mais aussi par des facteurs clés qui la placent dans une meilleure position pour maintenir une économie post-pandémique saine. En particulier, et c'est le point que je souhaite souligner ici dans le cadre de mon intervention, son niveau relativement faible de dette publique. En effet, avec une dette publique totale pesant seulement 38,6% de son PIB en 2019, la Suisse a une dette publique saine, ce qui explique en partie pourquoi la Suisse a une économie résiliente. La Suisse, c'est aussi un pays innovant, et particulièrement à l'heure du Covid. Des idées novatrices sont lancées quotidiennement par les acteurs de l'innovation en Suisse, et je souhaiterais ici partager avec vous une initiative qui témoigne de cet esprit d'innovation propre à la Suisse. Cette innovation, cette initiative propose une solution pour gérer les flux des personnes en temps réel. C'est la start-up Technis qui propose cette solution qui est spécialisée dans le comptage des personnes
via ces sols intelligents et à développer une solution de gestion des flux des personnes en temps réel, qui est une problématique essentielle à l'heure de la distanciation sociale et du déconfinement. Des dizaines de bornes digitales ont déjà été déployées dans plusieurs pays européens, permettant aux établissements publics de réguler en temps réel leurs visiteurs. Les magasins et autres lieux publics peuvent ainsi faire respecter le nombre maximum de personnes autorisées de manière automatisée. Ainsi, en moins de 15 minutes à l'entrée dans le bâtiment, le nouveau système est composé d'un tapis de comptage et d'une borne digitale Stop and Go, en seuil limite de personnes à ne pas dépasser et paramétré dans l'application Technis, permettant de faire patienter automatiquement les visiteurs si la capacité d'accueil est atteinte. Donc, comme vous avez pu le voir, en Suisse, on peut innover dans la stabilité et c'est, je crois, ce que peut vous offrir, en tout cas ces conditions-là que la Suisse peut vous offrir, vous en tant que dirigeant d'entreprise. Il est important en effet de pouvoir se projeter sur le long terme, dans l'avenir, et la Suisse peut offrir des conditions pour à la fois innover et vous développer sereinement. 1400 entreprises françaises sont déjà implantées en Suisse et on aura aussi le témoignage d'une d'entre elles par la société Tetris, que je remercie ici. Alors, si vous avez un projet innovant et vous souhaitez vous implanter en Suisse, n'hésitez pas à nous contacter ici à l'ambassade de Suisse en France. Je suis donc Michael Hergis, je suis en charge, moi, du responsable de la promotion des investissements au sein du Swiss Business Hub France, qui est la section commerciale de l'ambassade de Suisse en France. Et on est là pour vous aider à réussir en Suisse. Je suis évidemment disponible à la fin pour les questions et réponses et disponible après, vous avez ici mes coordonnées, si vous avez un projet innovant en Suisse et vous avez un projet d'implantation. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et au plaisir de continuer l'échange. Bien, merci beaucoup Michael pour cette approche positive de la Suisse innovante, stable et résiliente. La parole est maintenant à la société Mazars Suisse et à ses deux experts, Jean-Philippe Keil et Johan de Greef. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Jean-Philippe Keil. Je suis associé au sein du cabinet Mazars à Zurich et aussi conseiller du commerce extérieur de la France implanté en Suisse. Quelques mots tout d'abord sur le groupe Mazars. Nous sommes une organisation forte de 24 000 professionnels au sein d'une organisation qui est active dans 89 pays et 5 continents. En Suisse, nous sommes 200… slide suivant, s'il vous plaît, merci. Nous sommes 250 collaborateurs qui sommes répartis sur les 8 bureaux entre Berne, Delémont, Genève, Fribourg, Lausanne, Neuchâtel, Sion et Zurich. C'est donc une belle présence à la fois dans les cantons de Suisse romande qui sont aussi les cantons privilégiés en termes d'implantation par les sociétés françaises au regard des facilités linguistiques, bien sûr, mais aussi, bien sûr, au sein des 2 cantons de Suisse alémanique, Berne et Zurich. Le cabinet Mazars est une société qui est spécialisée sur les secteurs de l'audit, de la fiscalité, du conseil en comptabilité et au conseil aux entreprises, et nous accompagnons aussi bien des multinationales que des grands comptes, des PME ou des particuliers dans tous les domaines d'activité, aussi bien industrie, services ou nouvelle économie. Ce qui nous caractérise particulièrement, c'est l'indépendance et l'esprit entrepreneurial, puisque Mazars en Suisse est aussi une aventure qui n'a pas 20 ans, et à ce titre, j'ai pu, arrivant en Suisse en 2002, vivre la croissance de cette société ces dernières années. Donc, c'est avec d'autant plus de plaisir que je vais partager ces quelques aspects aujourd'hui particulièrement focusés sur l'environnement fiscal, l'environnement des affaires comptables, sociales en Suisse. Slide suivant. Slide suivant. Merci beaucoup. Le système fiscal en Suisse. De façon générale, ce système fiscal est à 3 niveaux d'imposition. Tout d'abord, l'imposition fédérale qui est uniforme pour tous les contribuables, quel que soit leur domicile.
Ensuite, il y a l'imposition cantonale. La Suisse compte 26 cantons, donc autant de législations fiscales qui sont pour part largement harmonisées, mais qui n'en demeurent pas moins différentes par rapport à un certain nombre de pratiques spécifiques ou de taux d'imposition. Le dernier niveau d'imposition est communal avec 2200 communes. Ça représente aussi 2200 taux d'imposition différents. La marge de manœuvre des communes est généralement limitée à la détermination du coefficient d'imposition, mais, et c'est une remarque sur laquelle j'insiste, le choix de la commune peut générer, tant pour les sociétés que pour les particuliers qui viennent s'implanter en Suisse ou qui y résident, une économie fiscale substantielle selon le caractère plus ou moins favorable. Donc ça, ce sera toujours un point à particulièrement prendre en compte lors du choix de la ville, de la commune, du canton de son implantation. Et par rapport au système fiscal suisse, je me plairais aussi à particulièrement insister sur la particularité des administrations fiscales à tous les niveaux qui sont particulièrement accessibles pour les contribuables. Effectivement, dans tous les rulings, tous les rôles d'impôt, on trouve un mail, on trouve un numéro de téléphone et on trouve en fait le nom de son taxateur que l'on pourra assez communiquement contacter. Et c'est aussi un usage très courant en Suisse qui tend à le devenir un petit peu plus en France, où maintenant aussi, via son compte, on a accès à son taxateur et une réponse relativement rapide. Ensuite, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps et il est communément admis que les sociétés qui fassent un choix ou un autre demandent un ruling qui est déposé auprès de l'administration fiscale et qui va permettre, une fois qu'il est accepté, de pouvoir fonctionner, de pouvoir appliquer un certain nombre de contrats avec une grande sécurité. Je vais peut-être citer quelques types de rulings. Ça peut être pour les sociétés françaises qui s'installent en Suisse des accords de gestion, ce qu'on appelle les management fees, la mise à disposition de personnel, ou des conventions entre actionnaires, autant de points qui peuvent faire l'objet d'une préapprobation par les autorités fiscales. Slide suivant. Le système fiscal est aussi la volonté du peuple. Comme le citait Michael Ehrlich auparavant, la Suisse est un pays qui est très sensiblement moins endetté que les pays limitrophes, 38,6% d'endettement du PIB en 2019. En 2018, la Confédération a dégagé un excédent de 2,9 milliards de francs, alors qu'un excédent de seulement 0,3 milliards avait été budgété. Et de façon générale, le peuple qui vote les grands changements, les grandes modifications de la fiscalité, et il y en a de façon structurelle plutôt peu, a fait l'objet d'une grande sagesse. Je cite à ce titre 3 votations qui ont été particulièrement favorables. En 2012, au mois de mars, le refus à 67% de l'initiative visant à l'introduction d'une 6e semaine de congés payés pour tous. En 2015, au mois de juin, le refus à 71%, 71, comme on dirait ici, de l'imposition de l'impôt fédéral sur les successions. Et plus récemment, mon collègue Johan de Greef, présent aussi dans ce webinaire, reviendra là-dessus, l'acceptation de la réforme de la fiscalité des entreprises le 19 mai dernier, 19 mai 2019, entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2020 et particulièrement attractive pour les sociétés commerciales. Slide suivant, s'il vous plaît.
Quelques généralités sur le type d'impôt prélevé. J'avais déjà cité les 3 grands piliers de la fiscalité suisse, fédérale, cantonale, communale. Très rapidement, au niveau de l'imposition fédérale, on va relever l'imposition fédérale directe qui grève le revenu des personnes physiques et des personnes et des bénéfices des sociétés, et c'est un taux fixe de 8,5% à la fois pour les personnes physiques et concernant le bénéfice sur les sociétés. Ensuite, il y a aussi l'impôt anticipé qui frappe essentiellement les intérêts bancaires et les dividendes, la TVA, les droits de timbre, les droits de douane, autant d'impôts qui sont prélevés par la Confédération directement. Ensuite, au niveau cantonal, il y a essentiellement les impôts sur le revenu. Donc l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les bénéfices ont, comme vous l'avez compris, une part fédérale, et aussi il y a une part cantonale qui est susceptible de varier, et ce qui explique aussi, mon collègue reviendra dessus, qu'il y a des cantons qui peuvent être à certains égards plus attractifs fiscalement, on aura un petit comparatif, ou moins que d'autres cantons aussi, et ce tropisme particulièrement important, toujours bien choisir son canton d'implantation. Au niveau cantonal, il y a aussi l'impôt sur les successions, sur les donations, et enfin au niveau communal, on retrouve généralement les mêmes types d'impôts qu'au niveau cantonal. Un point à signaler, en Suisse, il y a un impôt sur la fortune, comme on appelle, depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui, lui, touche l'ensemble du patrimoine des personnes physiques, y compris, et ça mérite d'être précisé, l'outil de travail, ce qui n'est pas le cas dans l'assiette telle qu'elle était au sein de l'impôt sur la fortune en France. Il faut cependant préciser que les taux d'imposition en Suisse sont sensiblement inférieurs à ceux qui sont en France, inférieurs à 1% en général, et souvent inférieur à 0,1% pour les particuliers. Slide suivant. Merci beaucoup. Quelques généralités sur l'imposition des personnes morales. En Suisse, c'est généralement les comptes annuels qui sont établis selon les prescriptions du droit commercial suisse, c'est le code des obligations, l'équivalent du code de commerce en France, qui est déterminant pour l'imposition de la société. En fait, c'est le bilan, le compte de résultat qui va être la base de la détermination de l'imposition. Alors, on retrouve en Suisse, en règle générale, une plus grande flexibilité qu'on peut la retrouver dans un certain nombre de pays de l'UE, ou en France, par exemple. Je vais citer peut-être 2 ou 3 aspects particulièrement significatifs. En Suisse, il n'y a pas de plan comptable général tel qu'il existe en France, avec le PGC. Donc, on a dit, chaque entreprise est libre de choisir son plan comptable, quoique de branche à branche, il y a des recommandations qui sont faites. Il y a aussi en Suisse la possibilité de constituer des réserves latentes. À ce titre, quelques explications sur ce que sont ces réserves latentes. Une des prescriptions du Code des obligations et un des grands principes en Suisse, c'est le principe de prudence. Donc, lorsqu'on va lire des comptes, il faudra bien être conscient qu'à l'instar, par exemple, des principes que l'on va pouvoir retrouver en France, le principe d'image fidèle n'est pas prédominant en Suisse. À ce titre, on considère que les entreprises ont le droit, la possibilité, pour lisser les versements de bénéfices, de constituer un matelas, des réserves. Alors aussi bien pour ceux et celles d'entre vous qui sont fiscalistes, qui sont comptables ou financiers, pour les créances clients, la possibilité de constituer des provisions pour clients douteux, à la fois des provisions dédiées à des risques avérés, mais aussi de façon forfaitaire, la possibilité, par exemple, pour les créances sur les clients nationaux, de constituer des réserves jusqu'à 5% de l'encours, 10% de l'encours sur les créances concernant les clients internationaux. Il est possible aussi en Suisse de constituer une provision pour dépréciation des stocks allant jusqu'à 33% de sa valeur brute, que ce soit
des stocks de matières, de produits finis, de matières premières, ou même pour les sociétés de conseil, des heures en cours sur des projets. Il est aussi communément admis de pouvoir constituer des provisions pour travaux de garantie entre 0,5, 1 ou 1,5% du montant du chiffre d'affaires de l'année. Enfin, peut-être avant de passer la parole, une dernière précision, la possibilité en Suisse pour les sociétés de reporter leurs pertes sur une durée de 7 ans. Voilà, je pense qu'avec ces dernières remarques, je peux vous proposer quelques grands principes d'imposition des personnes morales et je vais passer la parole à mon collègue Johan De Greef qui va s'étendre sur les derniers aspects et les dernières réformes en Suisse. Merci Johan. Merci Jean-Philippe. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Johan De Greef, je suis manager dans le département accompagnement comptable et fiscal chez Mazars. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible et vulgariser au mieux certains aspects qui sont, ma foi, un petit peu techniques. Si certains éléments ne sont pas clairs ou qu'il y a quelques précisions encore à apporter, n'hésitez pas à poser vos questions à la fin de ce webinaire. Peut-être pour commencer, donc je vais parler de la réforme fiscale et au financement ABS, qui est un vrai sujet d'actualité ces dernières années en Suisse. Toute petite mise en contexte, donc la Suisse a été mise fortement sous pression par l'Union européenne et au niveau international aussi pour abolir certains privilèges fiscaux qu'elle accordait aux entreprises. Et suite à ça, elle a signé un accord avec l'Union européenne en 2014 pour rentrer dans le rang, simplement, hein, si on va dire les choses comme elles sont. Suite à ça, la Suisse avait 3 objectifs. Le premier, c'était respecter les règles européennes. La deuxième, c'était clairement de rester compétitif et attractif pour toutes les sociétés au niveau fiscal. Et évidemment, le troisième point, c'était de garantir quand même des recettes aux États et aux cantons. Donc, suite à ça, la Suisse a proposé une première réforme en 2017 qui a été votée et refusée par le peuple. Et du coup, la Confédération a cherché à amener une nouvelle réforme, qui est la réforme que vous avez sous les yeux, qui a été acceptée en 2019 et qui est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Si on prend les principales mesures de cette réforme, la première, c'est évidemment l'abolition des régimes fiscaux privilégiés en Suisse. Je ne vais pas entrer dans le détail sur ces différents régimes puisqu'ils sont amenés à être abolis. Ce qui est très intéressant par contre derrière, c'est de voir qu'est-ce qu'a mis en contrepartie, qu'est-ce qu'a proposé en contrepartie aux entreprises en Suisse la Confédération. Donc il y a vraiment 4 mesures très importantes qui ont été mises en place. La première mesure, c'est la réduction dans tous les cantons de l'impôt sur le bénéfice pour les entreprises. Donc, de manière résumée, on a passé de l'ordre de grandeur de 22% d'impôt sur le bénéfice à plus ou moins 15-16%. La deuxième mesure, c'est la mise en place de patent box. Donc, les patent box, c'est quelque chose qui existe déjà en Europe, et la Suisse s'est inspirée de ce qui se faisait dans certains pays européens. C'est la possibilité de réduire l'impôt sur les résultats qui proviennent de revenus sur les brevets. La troisième mesure qui a été mise en place, c'est la déduction d'impôts supplémentaires pour les dépenses liées aux recherches et au développement. Donc, pour favoriser les entreprises qui font de l'innovation en Suisse. Et la quatrième mesure, et pas des moindres, c'est la possibilité aux groupes, aux grandes entreprises qui amènent leur siège en Suisse, de réévaluer certains actifs de leur bilan au moment où elles arrivent en Suisse pour ensuite bénéficier d'amortissement et donc de réduction d'impôts les premières années. Donc ça, c'est vraiment les 4 grandes mesures de cette réforme. Il y en a d'autres que je vais pas aborder ici, mais ça, c'est vraiment les 4 mesures qui ont vraiment un impact important. Si on passe à la slide suivante,
Merci. Dans cette slide, on voit vraiment l'impact de la réduction d'impôts dans tous les cantons. Je ne vais pas regarder les 26 cantons différents, mais on voit clairement que tous les cantons ont joué le jeu et ont baissé de manière assez significative les impôts sur le bénéfice. Si on prend le canton de Genève, par exemple, il a passé de 24% à 14%, le canton de Vaud de 22% à 14%. Et comme disait Jean-Philippe auparavant, quand on dit 14% d'impôt sur le revenu, sont compris dans cet impôt l'impôt fédéral, l'impôt cantonal et l'impôt communal. Donc, c'est vraiment l'impôt sur le bénéfice dans son entier. Donc, la Suisse a drastiquement baissé ses impôts là-dessus. Si on passe à la slide suivante. Merci. Dans certains cas que je vais qualifier d'exceptionnels, et si le projet en Suisse est très important, il est possible d'obtenir des allègements fiscaux ou des exonérations temporaires. Ce qui est très important, c'est que ces allègements sont soumis à une décision politique qui tient compte principalement de 4 critères. Les emplois que ce projet va générer en Suisse, le type d'activité, est-ce que le marché est déjà saturé de cette activité ou bien est-ce que c'est une innovation et puis ça va générer quelque chose d'innovateur en Suisse, les investissements qui sont prévus dans ce projet et puis évidemment les retombées économiques prévisibles pour la région. Donc ça, c'est vraiment les 4 critères qui, s'ils sont remplis, le canton peut entrer en matière pour faire un allègement fiscal sur une courte durée qui peut aller de l'ordre d'idée d'une année à 10 ans par rapport à un projet. À noter que cet allègement fiscal est uniquement cantonal, sauf exception. Donc, ça veut dire qu'au niveau fédéral, il y aura toujours un impôt, sauf pour certaines régions de la Suisse, comme le Jura ou Neuchâtel. Si on passe à la slide suivante, merci. Alors, maintenant, si on passe à l'imposition des personnes physiques, donc des personnes comme vous et moi, je vais essayer d'être très succinct par rapport à cette slide. Concrètement, tous les revenus sont imposables. Certains revenus sont imposables de manière différente, comme le revenu sur le gain immobilier, sur l'héritage, sur la donation, et il y a une exonération totale sur le gain privé en capitaux. Donc, typiquement, si vous vendez un titre ou si vous vendez les actions de votre entreprise à titre privé, vous n'êtes pas imposé sur le gain que vous avez généré là-dessus. Donc, ça c'est tous vos revenus. Puis, à ces revenus, au niveau fiscal, vous pouvez déduire un certain nombre de frais qui sont des frais professionnels, les assurances maladie, les frais de garde, et tout ce qui est personne à charge, et d'autres petits frais. Ça peut varier selon les cantons. Chaque canton a des pratiques différentes, mais d'un point de vue général, c'est ce type de déduction que vous pouvez bénéficier. À noter que quand les personnes sont mariées ou en couple, on va cumuler leurs revenus et ça va définir leur taux d'impôt. En Suisse, le taux d'impôt est progressif. Concrètement parlant, plus vous gagnez d'argent, plus vous payez d'impôts. L'impôt maximum est autour de 40% d'impôt sur le revenu. Si on passe à la slide suivante, merci. Une particularité aussi que l'on trouve en Suisse, c'est l'imposition partielle sur les rendements de participation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes le propre actionnaire de votre entreprise ou si vous êtes un actionnaire important dans une entreprise, donc à hauteur de plus de 10% dans le capital, vous avez le droit de bénéficier d'une exonération de 30% sur le revenu du dividende. Concrètement parlant, si vous êtes actionnaire de votre propre entreprise, que vous remontez un dividende, imaginons de 10 000 francs, vous allez imposer que 7 000 francs sur ce dividende. Les 3 000 francs sont exonérés. Ça, c'est au niveau fédéral et au niveau cantonal, c'est le même principe, mais ça peut être même plus important. Ça peut aller jusqu'à 50% par exemple. Comment ne pas mentionner le fameux forfait fiscal qui existe en Suisse? Il ne s'agit pas d'une faveur, mais d'une façon différente de calculer la base imposable de certaines catégories de personnes. Il s'agit en particulier des personnes qui sont étrangères et qui surtout n'exercent pas d'activité en Suisse.
Donc, si vous entrez dans ces critères, vous avez le droit, sous certaines conditions, d'être imposé sur votre train de vie. Donc, plutôt sur vos dépenses que sur votre fortune ou sur vos revenus. À savoir qu'il y a un minimum, donc c'est vraiment des forfaits qui visent des personnes très fortunées en Suisse. Si on passe à la slide suivante, merci. Donc là, c'est la dernière slide où un rapide coup d'œil sur les quelques autres impôts importants qu'on trouve en Suisse. Donc le premier, évidemment, c'est la TVA. Les principes de base sont très similaires aux autres principes qu'on trouve en Europe. Il y a une différence qui est quand même assez marquée, c'est le taux appliqué. Si vous regardez, le taux de la TVA en Suisse est de 7,7%, ce qui est bien en dessous des taux appliqués dans les pays limitrophes à la Suisse. Et je crois même que la Suisse est un des seuls pays qui dernièrement a baissé son taux TVA. Il y a quelques années, la TVA en Suisse était de 8%, elle a passé à 7,7%. Il existe aussi des taux réduits pour certains secteurs, comme l'hôtellerie à 3,7% et par exemple les denrées alimentaires à 2,5%. Si on prend l'impôt anticipé, qui concerne les revenus d'intérêt bancaire et les dividendes, c'est un impôt de 35%, qui est remboursable en Suisse s'il a été correctement déclaré. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est un prélèvement à la source quand un dividende est versé. Et ensuite, une fois qu'on a déclaré ce dividende dans sa déclaration d'impôt, cet impôt de 35% est reversé. Pour les résidents étrangers ou les sociétés étrangères, la charge est définitive, sauf si une convention est applicable. Une remise totale ou partielle est possible, mais elle nécessite une procédure de déclaration. Donc concrètement, si vous avez une entreprise, une société mère qui détient une filiale en Suisse, elle peut remonter le dividende de la société suisse tant qu'elle fait toutes les procédures de déclaration, ce qui est très important. Le dernier impôt dont je vais parler, c'est le droit de timbre. Concrètement, c'est un impôt qui concerne l'émission des actions. Donc, quand vous faites des apports en capital, vous êtes imposé à hauteur de 1% sur cet apport en capital à partir de 1 million. Pour conclure, et c'est plus un point d'ordre général sur lequel j'aimerais vous rendre attentif, cela concerne les risques et la complexité qui peut en découler pour ces divers impôts. En Suisse, il n'y a rien de très particulier, mais là où il faut être très attentif, c'est des moments où vous passez une frontière. Tous ces impôts, il faut systématiquement se poser la question s'il va y avoir un impact, oui ou non, sur les impôts. Je peux parler de plusieurs types, par exemple, de passage de frontières. Est-ce que vous avez des collaborateurs qui ont des véhicules de fonction qui travaillent en Suisse et en France? Passage de la frontière. Est-ce que vous facturez des prestations entre une société suisse et une société française? Passage de la frontière. Est-ce qu'il y a des livraisons de marchandises entre la Suisse et la France, par exemple? Est-ce qu'il y a des versements de dividendes entre une société en Suisse et une société à l'étranger? Est-ce qu'il y a des problématiques d'assurance sociale? Un employé qui travaille en Suisse et en France? C'est vraiment quelque chose qui peut générer beaucoup de complexité et auquel il faut vraiment être attentif puisque ça peut vraiment compliquer un certain nombre de problématiques fiscales. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je passe la parole à la prochaine personne. Voilà, merci beaucoup à vous deux, chers messieurs, d'avoir partagé l'expertise de Mazars Suisse en matière de fiscalité avec nos participants. Je donne maintenant la parole à Ludivine Mito, donc c'est la directrice générale suisse de Tetris, qui va nous raconter comment s'est passée l'implantation de Tetris en Suisse. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir de pouvoir vous partager effectivement notre expérience. Ça fait maintenant que le temps passe vite, déjà 5 ans que nous sommes implantés en Suisse. Donc rapidement déjà pour me présenter, donc je suis la directrice générale de Tetris en Suisse. Tetris est un gros réseau, est un gros bébé puisque nous sommes assez nombreux. On couvre environ une trentaine d'agences de bureaux présents sur 3 continents que sont essentiellement l'Europe, l'Afrique et également l'Amérique du Sud. Et notre business, c'est du
de la conception-réalisation, donc en espace intérieur. Donc tous les espaces professionnels intérieurs, que ce soit les bureaux, que ce soit les boutiques, les agences bancaires, que ce soit l'hôtellerie, voilà, tout ce qui a trait au milieu professionnel et au concept intérieur et réalisation. Voilà, on est, on va dire, les experts. Donc, ça fait effectivement 5 ans que nous sommes implantés sur Suisse. Slide suivante, s'il vous plaît, pour que vous ayez voilà, la visualisation de nos activités. Donc, comme je vous disais, conception-réalisation, donc évidemment une partie conseil au démarrage, tout ce qui est réalisation de plan de faisabilité, de space planning, réflexion sur toute la partie décorative et puis sur la partie travaux également que nous prenons en main. On vous a mis ici quelques exemples de nos clients. Alors, pour la plupart très très connus, on n'a pas forcément que des grandes multinationales au sein de nos clients, mais voilà, on travaille également aussi avec des toutes petites PME, des entreprises pas connues et des tout petits projets également en termes de mètres carrés. Mais en gros, les mètres carrés, voilà, ça peut varier du 100 mètres carrés jusqu'à du 30 ou 40 000 mètres carrés. Donc, avec une adaptabilité évidemment sur chacun des différentes problématiques. Slide suivante. Ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui, c'était un peu notre expérience de ce qu'on a vécu quand on est arrivé en Suisse. Parce que donc Tetris est une société au départ française. Hein, le siège social est basé à Paris, en France, et puis a déployé et s'est développé dans les différents bureaux dont je vous parlais. Donc, pratiquement dans chaque pays d'Europe, il y a au moins un bureau Tetris. Et puis, c'est venu la question de se dire, on va peut-être également essayer d'aller s'implanter en Suisse, notamment en Suisse romande. Alors, plus facile pour moi puisque je suis française d'origine, donc il y avait un attrait puisqu'on était implanté également à Lyon. Donc, Lyon, Genève, on se pose toujours la question. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à nous écouter et que vous êtes dans cette région-là, mais on se dit que finalement, c'est pas très loin, c'est français. Donc, ça peut-être effectivement être un bon atout d'aller conquérir la Suisse. Alors, je souhaitais déjà vous présenter les raisons de notre implantation. Alors, on a vu plein de choses intéressantes par Mazars sur les chiffres, les impositions, etc. C'est évidemment pas pour ça qu'on s'est dit on va aller en Suisse. C'était plutôt parce que nous, on a beaucoup de clients multinationaux qu'on accompagne à travers le monde. Et bien évidemment, ils sont également présents aussi en Suisse. Donc, on a eu beaucoup de demandes les quelques dernières années avant l'implantation de Tetris en Suisse, de clients qu'on ne pouvait pas satisfaire puisqu'on n'était pas présent. Donc voilà, c'était vraiment le point de départ de notre implantation en Suisse. On s'est rendu compte également que finalement, quand on a été sollicité les premières fois, donc ça remonte à 2011, les premiers projets qu'on a traités depuis la France, c'était compliqué parce que on se rendait compte, oui, la même langue, mais ceci dit, pas la même réglementation, pas les mêmes façons de faire du business. Donc ça a été un peu compliqué et on s'est dit qu'à un moment il fallait vraiment qu'on s'implante et qu'on ait une adresse physique. Sachez également, pour ceux qui l'ont peut-être expérimenté, c'est que finalement les entreprises suisses elles ont quand même du mal à travailler avec des entreprises étrangères, surtout si elles n'ont pas une adresse. Donc ça, c'était inévitable et c'est d'ailleurs pour ça que aussi rapidement, on s'est établi en Suisse et ça a été vraiment pour nous le démarrage de quelque chose parce qu'on s'est rendu compte que quand on a eu l'adresse, quand on a eu vraiment les bureaux physiques, l'activité a vraiment commencé à prendre et ça s'est vraiment développé à partir de ce moment-là. Il y avait également aussi une autre raison de notre implantation, c'est qu'on appartient à un groupe qui s'appelle JLL, donc Jones Lang LaSalle, qui était déjà présent depuis de nombreuses années sur Suisse, mais plutôt en Suisse alémanique. Donc, ça faisait du sens aussi de pouvoir proposer à nos clients globaux l'activité également de design et build sur le territoire. Ce que je pourrais vous dire par rapport aux freins, encore une fois, que nous avons ressenti, finalement, développer du business, il faut déjà avoir les contacts et c'est ce qui est le plus difficile peut-être quand vous arrivez en Suisse et que vous n'avez pas du tout de contacts. Ça prend du temps de se faire un réseau et on a eu cette chance, nous, puisqu'on a nos clients qui sont internationaux, finalement, d'arriver par là
d'arriver par ces clients-là qui nous connaissaient par ailleurs dans d'autres pays, parce que les entreprises suisses d'origine, très très compliquées en tout cas pas de faire confiance, mais en tout cas elles ont besoin de savoir comment vous avez réussi à avoir des succès sur leur territoire. Donc ça, c'est le premier frein nous qu'on a ressenti. Et puis le deuxième qui est arrivé bien un petit peu après, c'est de trouver du personnel. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, effectivement, la Suisse est un pays très sain, avec une belle économie. Ça va avec en même temps, mais donc le chômage est très bas. Et donc, c'est pas évident de trouver les bonnes personnes pour nos emplois. Les points d'attention que je pourrais peut-être vous donner, alors je vous le répéterai jamais assez, je pense que tout le monde à chaque fois vous l'entendrez plusieurs fois, mais ça sera sûrement de rester humble, parce que c'est pas parce que vous avez réussi dans un autre pays que vous allez forcément réussir en Suisse. C'est une particularité de travailler en Suisse. Il faut vraiment, je pense, avoir l'écoute et puis surtout plus la bouche, on va dire, fermer les oreilles ouvertes pour pouvoir réussir en Suisse. C'est quelque chose vraiment que je pense que les Suisses apprécient, d'avoir vraiment l'humilité face à quelqu'un qui arrive de l'étranger. Encore une fois, même il est beaucoup de grands succès à l'extérieur, mais en Suisse, en tout cas, s'il démarre, il repart de zéro. Donc, encore une fois, avec beaucoup d'attention pour démarrer ça, votre activité. Un autre point d'attention, de la même manière, ça va mettre du temps. En Suisse, les choses vont peut-être un peu plus lentement. Il faut rencontrer plusieurs fois les personnes pour pouvoir tisser des relations. Ça prend quand même pas mal de temps. On s'en est rendu compte également. On a réussi à développer rapidement, encore une fois, avec nos entreprises internationales, mais le tissu local a pris un peu plus de temps. Et puis, comme le disait tout à l'heure Mazar, alors en termes de fiscalité, nous on s'est rendu compte qu'évidemment chaque canton avait aussi des particularités, même au niveau business. Donc nous on est dans l'architecture, donc vous pouvez vous imaginer qu'il y a des normes qui ne sont pas les mêmes qu'en France, qu'en Italie, qu'en Allemagne. Donc il a fallu évidemment qu'on apprenne ces nouvelles normes. Et on s'est rendu compte qu'en plus dans la Suisse, en plus qu'on avait réussi à capter les normes genevoises, on était tout contents, mais il a fallu à chaque fois, dès qu'on passait à un autre canton, se remémorer les règles, les normes. Il y a toujours des petites particularités. Donc vous les avez en matière fiscale, dites-vous que vous les aurez probablement aussi en matière de votre business. Évidemment, moi je parle de l'architecture, mais peut-être en fonction de votre activité, il y aura aussi des choses à aller regarder dans les différents cantons. Et puis peut-être un autre point d'attention, mais ça va sans dire, pour ceux qui veulent intervenir en Suisse. La Suisse, c'est évidemment un pays de qualité qui demande de la qualité sur les services ou les prestations ou les produits que vous pouvez proposer. Donc, c'est un public qui a besoin que vous lui montriez vraiment votre valeur ajoutée pour pouvoir être conquis. Une fois que vous avez conquis les entreprises, vous n'aurez pas de problème pour vous développer au fur et à mesure, ça sans problème. Et puis je terminerai peut-être par l'accompagnement reçu. On a eu la chance dès le départ en fait de rencontrer la CCI-FS tout de suite, et eux nous ont aussi très très vite conseillé de prendre des prestataires, des consultants, des experts pour nous accompagner sur tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est comptabilité, administratif et autres. Et évidemment aussi nous mettre en relation avec un bon cabinet d'avocats qui, vous le verrez, sera très très important pour vos diverses démarches, que ce soit effectivement administratif, le détachement de personnel si vous faites un peu entre les deux, France et Suisse, mais tout ce qui va être attrait à l'inconnu pour vous. Moi, personnellement, ça a été vraiment du bonheur d'avoir ces entreprises-là à mes côtés, parce que moi, je suis plutôt une personne de business, donc aller parler à des clients, aller vendre la prestation Tetris, aller faire des chantiers, etc., etc. Ça, c'est plutôt ce qui m'incombe. Maintenant, de là, aller regarder dans le détail de comment ça fonctionne, c'est un petit peu plus complexe. Donc, pouvoir vraiment s'appuyer sur des personnes expertes en la matière, ce serait vraiment mon conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas faire, en tout cas, de ne pas faire ça.
Voilà. Et puis la CCIFS, évidemment, vous met très rapidement en fait en relation avec tout le monde. Donc ça, c'est juste du bonheur. Ils sont super, super actifs et en tout cas, entre guillemets, en fait, des bonnes connexions. Donc, il ne faut pas vous en priver. Voilà, donc je passe la parole à Émilie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre expérience, nous, sur notre arrivée en Suisse. Encore une fois, déjà 5 ans. On a ouvert l'année dernière à Zurich. Donc, on continue toujours notre petit périple et nos j'allais dire nos découvertes, parce que la Suisse est un peut-être petit pays par rapport à d'autres, mais il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de surprises. Merci beaucoup Ludivine, merci aussi voilà, pour toutes ces gentilles choses que vous avez dit sur notre compte. Donc vous l'aurez compris, une domiciliation physique, de l'humilité, un réseau, de la patience, de la qualité, l'apprentissage du fédéralisme, tout ça sont les clés du succès en Suisse. Et nous sommes là pour vous accompagner dans votre projet avec nos experts, notre réseau et nos contacts. Alors, place maintenant à vos questions. Peut-être la première d'ordre complètement général. Le webinaire a été enregistré et il sera disponible en replay pour ceux qui nous ont rejoints ou qui ont dû nous quitter en cours de route. Alors, on a eu pas mal de questions concernant les différents taux d'imposition. Donc, les slides seront visibles dans le replay. Vous avez les différents taux des cantons qui sont indiqués dessus. Peut-être une question pour Johan concernant votre slide avec les taux d'imposition de la RFFA, donc de la réforme fiscale et le financement de l'AVS. Sur le slide où on a la carte de Suisse, il y a 3 taux. Donc, on a les 2 premiers sur le bénéfice, sur le capital et le 3e sur la RFFA. Est-ce que c'est ce 3e dont il faut tenir compte maintenant ? Exactement, à partir de… Alors, de nouveau, la mise en vigueur dans certains cantons, typiquement le canton de Vaud, depuis 2019, c'était déjà appliqué le taux d'impôt à 14%, tandis que certains cantons vont être un petit peu décalés dans le temps, ça sera plutôt 2021 ou 2022. Typiquement, Zurich est un canton qui s'est décalé un petit peu dans le temps. Maintenant, mais c'est vrai qu'entre 2019 et 2021, le taux en vigueur, ce sera celui qui s'appelle vraiment RFFA. D'accord. On a également eu une question concernant l'impôt sur la fortune où on nous demandait est-ce que c'est bien vrai que c'est à Schwyz et à Zug que les taux sont les plus bas ? Il y a beaucoup de critères à prendre en compte. De nouveau, si vous bénéficiez d'un forfait particulier, c'est pas forcément ces cantons-là qui vont être avantageux. Après, si on parle vraiment de l'impôt sur la fortune, c'est vrai que historiquement, le canton de Zug et Schwyz sont des cantons qui sont très bas. Zug est aussi très connu, notamment pour avoir des taux très bas. D'ailleurs, sur ma slide que j'ai passée auparavant, c'est un des taux d'impôt les plus bas en Suisse pour les entreprises également. Historiquement, c'est effectivement le cas. Après, maintenant, il faut vraiment avoir une vision globale et il ne faut pas s'arrêter seulement sur l'impôt sur la fortune. C'est vraiment il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc, on nous demande tout simplement, de façon générale, la Suisse est-elle beaucoup plus attractive que la France au niveau des impôts ? J'ai envie de dire oui, clairement. Mais maintenant, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Ça dépend de l'activité, ça dépend du secteur, ça dépend… il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais si on prend d'un point de vue général, c'est vrai on est de l'ordre de grandeur de 14-15% sur l'impôt sur le bénéfice. C'est quand même très important. À ça, vous pouvez rajouter aussi quelque chose qui est très important qu'il faut garder en tête, c'est que les charges sociales en Suisse, pour les employés qu'on a, elles sont aussi de l'ordre de 15 à 17% pour les sociétés. Donc, c'est aussi quelque chose qui rentre en compte. En France, c'est plutôt de l'ordre de 40%. En Suisse, les charges sociales pour les employés, c'est 15% ou 17% pour la part de l'employeur. Et un impôt entre 14 et 16%, c'est vrai que ça commence à devenir intéressant fiscalement. Après, il faut avoir une vision de nouveau. Dans certains cas, c'est plus avantageux d'avoir certaines activités en France parce qu'elles bénéficient d'autres avantages. Juste pour peut-être compléter les propos de mon collègue Johan De Greef, effectivement, une comparaison faciale des taux peut nous pousser à faire cette constatation, et ce n'est pas faux. Mais la Suisse n'offrira pas, que ce soit la Confédération, que ce soit les cantons et les communes,
les subventions, les aides qu'il peut y avoir à la création, au recrutement, en création de société, au recrutement de personnel, au développement de certains projets que l'on peut voir de l'autre côté de la frontière en France. Il faut aussi, lorsqu'on effectue un comparatif, bien prendre en question, pour les sociétés qui s'implantent en Suisse, la cherté de la vie. Il y a un différentiel du coût de la vie qui est significativement plus important en Suisse qu'il ne l'est en France. Il peut être de 20, 30 à 40% selon si on s'implante dans une grande ville, Genève ou Zurich, ou dans une plus petite ville. Et il y a aussi les salaires qui sont significativement plus hauts qu'en France, à compétences et ancienneté égales. Alors justement Jean-Philippe, peut-être pour compléter ce que vous venez de dire, on nous a demandé aussi plus d'informations sur les incitations fiscales pour les implantations de sociétés étrangères lors des premières années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est très simple, il n'y en a pas. Juste, Émilie, pour peut-être compléter un petit peu ce que la Société Mazars vient de nous étayer. Ce qui est un moment intéressant par rapport aux conditions cadres que la Suisse offre, finalement, toutes les conditions cadres sont obtenues dès le départ, que ce soit au niveau de l'impôt sur les sociétés, que ce soit au niveau de l'ensemble de l'attractivité. Donc, toutes les démarches que l'on peut avoir l'habitude de faire dans des pays limitrophes, finalement, tout ce temps-là, l'énergie que l'on peut dépenser pour cela, ne sont pas à dépenser et sont vraiment là pour que les entreprises utilisent leur temps dans ce qu'ils savent faire de mieux, c'est développer leur business. Après, les conditions cadres sont déjà offertes dès le départ. Et deuxième élément de réponse, c'est aussi prendre en considération l'aspect recherche et développement et des conditions cadres que la Suisse offre dans ce cadre, pour tout ce qui est activité de recherche et développement. Comme je disais dans mes différentes interventions, la Suisse a investi en 2019 22 milliards de francs suisses en recherche et développement. Et cet effort-là a été principalement porté notamment par le secteur privé et également par des acteurs de l'innovation comme InnoSuisse, qui est un peu l'équivalent de BPI France. Donc voilà, prendre en considération que les conditions cadres sont déjà offertes dès le départ pour pouvoir laisser aux entreprises se développer sereinement. Merci beaucoup, Michael, pour ce complément. On va peut-être terminer avec une question pour Ludivine, qui moi, m'importe particulièrement parce que je suis en Suisse alémanique. Alors, vous allez ouvrir un bureau à Zurich. Vous nous en dites un petit peu plus. Est-ce que l'activité est gérée par JLL ou est-ce que c'est Tetris qui va vraiment se développer sous ce nom-là ? Comment vous gérez la différence interculturelle au-delà du Röstigraben, donc cette frontière que l'on nomme comme ça dans le jargon, entre la Suisse romande et la Suisse alémanique ? Alors, il faudra qu'on se donne rendez-vous dans quelques années, parce que là, on est vraiment au démarrage, mais on va dire qu'on apprend. Effectivement, on sent qu'il y a une grosse différence culturelle, donc on apprend à travers nos clientes, on apprend à travers les collaborateurs qu'on embauche là-bas, on apprend aussi à travers les sous-traitants. C'est pas quelque chose qui est facile, mais comme ça ne l'a pas été non plus quand je suis passée de la France à la Suisse, il y a eu aussi un gros, pas choc culturel, mais en tout cas, les choses se font pas du tout de la même manière. Et il y a eu un temps d'adaptation assez, j'ai bien mis peut-être une année avant de comprendre bien comment ça fonctionnait. Et ben là, voilà, en tout cas, c'est en connaissance de cause qu'on va vers la Suisse alémanique. Mais voilà, on est en pleine découverte, on regarde, donc pour répondre à votre première question, il y aura un bureau Tetris, véritable Tetris. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt en coworking, puisqu'on démarre gentiment. Donc on a pris des bureaux en coworking. On espère que ça va grandir incessamment sous peu. C'est vrai qu'on a eu la situation Covid qui nous a pas aidé non plus dans ce développement, mais c'est en train de reprendre gentiment. Donc on espère que l'équipe va grossir. Pour l'instant, il y a une personne là-bas, mais je pense incessamment sous peu, ça va grossir. Voilà, sous la marque Tetris. On vous souhaite plein succès et puis nous, on est présents à Zurich et à Bâle effectivement aussi pour vous soutenir dans vos démarches. Et c'est sûr que ça nous aidera forcément justement à rencontrer différentes personnes aussi pendant vos conférences et vos tables rondes. C'est toujours intéressant de
d'avoir cette connexion aussi avec les différents acteurs. Merci beaucoup, merci Ludivine. Il s'agissait de notre dernière question. C'est le moment de clôturer la session. Donc, on remercie tous les participants et ainsi que nos experts et nos partenaires présents. On se quitte sur les prochaines dates des webinaires de ce cycle. Donc, le 11 juin, on va parler du e-commerce. Le 16 juin, c'est les assurances qui seront à l'honneur. Le 18, on parlera logistique. Et enfin, le 23, le financement et la relation bancaire. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée à tous et nous restons évidemment à votre disposition pour vous soutenir dans vos projets d'implantation en Suisse. Au revoir à tous et à bientôt.